Maintenant, effectivement, tu peux pas considérer les 5 dernières années de ta vie avec tout ce que j'ai appris sur l'entrepreneuriat, mais aussi sur moi-même, comme un échec. Ça, c'est sûr que non. Et si je devais le recommencer, je le recommencerais 100 fois. The Muse, mec. Hello tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. Comment vous allez les gars? Moi je vais très bien. Et toi Antoine, comment ça va? Je vais très bien aussi. Donc voilà, comme j'ai dit, tu t'appelles Antoine, du coup tu es le CEO de EasyLabus, qui est une application. Est-ce que tu peux un peu te présenter et nous en dire plus? Ouais, bonjour à tous, je m'appelle Antoine Caria, j'ai 29 ans. CEO de EasyLabus, une application de partage de podcasts audio éducatifs entre étudiants. C'était fluide ça. Ouais. Ça se voit que je l'ai répété. Donc ça fait 5 ans que ça existe. Je me suis lancé quand j'étais étudiant et j'ai hâte de pouvoir expliquer un peu mon parcours en tout cas. Nous aussi on a hâte. C'est gentil. Alors avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, on va te proposer un petit jeu. Ok, let's go. Alors du coup, on va te donner une série d'applications ou de plateformes et tu vas devoir nous dire si tu investis ou si tu n'investis pas. Si j'investis, ok. On met pas de budget. Hein. Non, juste comme ça. Est-ce que tu dis en mode ouais là-dessus, j'investis ou j'investis pas, okay. Très rapidement. Du coup, on n'a pas mis de nom, on n'a pas trouvé de nom. On a mis juste le pitch. Ouais, c'est juste des applications et des plateformes. Okay. La première, c'est une application où tu peux engager d'autres étudiants pour faire tes tâches quotidiennes. Du coup, par exemple, faire ta vaisselle, faire ton ménage, aller en cours pour toi, prendre tes notes. Ok. Bon, déjà, avant toute chose, je pense qu'il n'y a pas de... Je commence déjà. Hein. Il n'y a pas de mauvaise ou de bonne idée. Moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que mon idée, elle était éclatée. Et je pense qu'il y a juste des idées qui ont des marchés, des idées qui n'ont pas de marché. Donc, toutes les réponses que je vais dire là, c'est pas du tout... Il ne faut pas croire que j'ai la science infuse. C'est vraiment très personnel et totalement subjectif. Eh ben, je dirais que ouais, pourquoi pas. La première contrainte que je vois déjà, c'est potentiellement la légalisation, la régularisation de ces personnes qui vont travailler. En Belgique, c'est très carré, ce genre de choses. Ouais, nous, on a eu des petits soucis de ce côté-là pour pouvoir régulariser des gens qui font des tâches comme ça. Il faut voir. Ouais, pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. Il y a déjà Ring Twice, je pense, qui fait ça en Belgique, mais c'est plus pour des services un peu plus moins que juste des étudiants qui viennent faire ta vaisselle ou autre. Mais je pense que ça existe déjà, donc c'est qu'il y a un marché à mon avis. Ok. Je savais pas du tout, c'est cool en vrai. Ouais. Donc je mets 100K. Voilà. Alors ensuite, un radar de soirée qui scanne le campus pour trouver les soirées cool ou les événements sympas qui s'y passent. Ok, qui scanne, c'est-à-dire? En gros, quand tu arrives sur le campus, soit tu sélectionnes le campus où tu es. Et du coup, il va voir un peu ce qui s'y passe et te proposer, te le proposer en fait. Ok. Moi, je suis pas un sorteur. Je pense que c'est plus à ton acolyte à gauche qu'il faut demander. Mais moi ça fait très longtemps que je suis plus sorti. Et je pense que pour investir dans un projet, il faut qu'un minimum personnellement ça te touche. Je suis sorti pas mal quand j'étais plus jeune. Pas quand j'étais jeune, je suis encore jeune. Quand j'étais plus jeune. Mais là, je dirais que je m'abstiendrais de mettre un petit ticket ici pour l'instant. Franchement, moi, j'aurais fait pareil. Je sais pas si c'est... Enfin, je sais pas. Franchement, moi, je trouve que l'idée, elle est super cool. J'aurais investi. Ah ouais? Moi, je sais pas. Je me dis, les gens, ils vont sur Insta pour regarder ça. Ouais, mais si t'as une application où tu sais que peu importe le campus où tu vas, tu sais ce que tu peux y faire. Que ce soit des événements ou des soirées, c'est trop chouette. Ouais, c'est vrai. Tu m'as convaincu. Je mets aussi un billet. Vas-y, une application qui génère des fausses preuves de maladie. Je pense que les gens s'en sortent vraiment déjà sans application. Hein. Franchement, tous les étudiants maintenant, c'est certif. Avec l'IA qui sort, je crois que ça va être déjà une dinguerie. Non. On va pas pousser les gens à faire des choses comme ça. C'est très illégal aussi. C'est difficile de mettre un billet là-dessus. Après, Uber était illégal au début aussi, hein, mais bon. C'est vrai. Ouais, c'est vrai qu'il y avait eu toute une polémique avec les taxis, etc. Il y a toujours eu des trucs. C'est eux qui ont inventé on fait, puis on verra si on a des amendes, on les payera. Mais on se lance d'abord. Et ils sont encore là. Ouais. Ils ont payé des amendes. Je pense, ouais. Alors, Tinder Notes pour matcher avec les étudiants qui ont des bonnes notes. Et du coup, si tu as un match, ils te donnent soit un cours, soit leurs notes. Et toi, en échange, tu leur offres un café ou un petit service. Ça fait un bon service pour un café, à mon avis.
Mais ouais, je pense que ça existe potentiellement déjà, ou du moins des choses qui y ressemblent. Je pense que il y a eu un article qui est sorti à un moment donné, je crois que c'était il y a 1 an et demi, qui a mis pas mal de plateformes belges un peu dans l'embarras, parce que je pense que les professeurs, et puis quand ça fait un peu de bruit, même les politiciens, etc., tout ce qui est monétisation du savoir, etc., ils aiment pas du tout. Alors, parce qu'on est un peu, surtout en Belgique, on est beaucoup de tabous autour de l'argent et de se faire de l'argent, surtout quand on est jeune, monétiser des notes de cours ou son savoir. Et donc, risqué. Là, la petite menace légale qui est potentiellement un peu ce qui me trigger un peu. Mais sinon, ouais, moi, je suis à fond pour le partage et pas à fond pour monétiser tout ce qu'on sait. Mais si c'est un échange de bons procédés et que tout le monde est d'accord, ben pourquoi pas. Ouais. Du coup, t'as investi. Ouais, allez, 25 sur celui-là. J'ai pas du tout cet argent. Ok, la dernière, une application qui permet de se connecter dans des calls avec des étudiants au hasard pour étudier. Par exemple, tu as un call avec des gens qui étudient du droit, tu te connectes, tu peux étudier avec eux, poser des questions. Ça, je crois que ça existe déjà. Il y a David Dieu qui est un TikToker. Ah, je connais. Et à la base, ce mec-là, il faisait des lives TikTok pendant le confinement, je crois. Et où il étudiait. Ouais. Et tu pouvais justement, ça apporte un mood, etc. Moi, je suis un gros fan de musique lofi. Tu vois, la musique vraiment qui t'apaise et tout, pour travailler ou pour étudier. Et donc, je pense qu'il y a vraiment un marché pour le coup de ce côté-là. L'ambiance, travailler ensemble, etc. Tous ces trucs comme David Dieu, là, travailler pendant 1 heure avec une musique où juste tu vois quelqu'un travailler, ça te motive. Et avoir un rythme, et il s'arrêtait toutes les 30 minutes pour faire une pause de 5 minutes. Je pense que c'est quelque chose. Ouais, là, je mets un M. Allez. Ah ouais, c'est la best. T'es généreux, hein. Ok. Dans un premier temps, c'est intéressant qu'on comprenne un peu tout le cheminement que tu as eu pendant toute ton aventure avec EasyLabus, qui maintenant, on peut le dire, elle est terminée. C'est une question de semaine, jour. Ok, bah justement, du coup, on va pouvoir vraiment revenir sur les débuts, le milieu, la fin, enfin tout ce que tu as pu traverser pour en arriver là. Mais du coup, au tout départ, toi, c'était ton projet de fin d'études, cette application. Est-ce que c'est vraiment... T'as mis combien de temps à pouvoir vivre de cette application en partant de ça? Alors, j'ai lancé en 2019, donc pas l'entreprise, mais le projet, comme tu l'as dit, aux études. Pour te dire, c'était même avant le travail, enfin avant mon mémoire, c'était vraiment juste, j'avais l'idée, je me suis dit je vais lancer, je suis rentré dans l'incubateur, le Start Lab de l'ICHEC, parce que moi j'étais à l'ICHEC, et puis ils m'ont dit, mais tu sais Antoine, tu peux faire ton mémoire sur ton projet. Donc je me suis dit ok, à Lyon l'utile à l'agréable, et donc je l'ai fait. Et donc 2019, puis fin 2019 je suis diplômé, 2020, le 20 janvier je crée la société, et pour en vivre, quand tu dis en vivre, c'est dégager les premiers revenus, enfin pas les revenus, mais je veux dire une sorte de salaire ou pouvoir vraiment en vivre, donc je veux dire un salaire décent, quoi. Non, moi je veux dire juste à partir du moment où tu t'es engagé à 100% dans ce projet. Après, si au début tu pouvais te permettre de t'engager sans pouvoir en vivre. Ouais, parce qu'en fait je vivais encore chez mes parents, j'avais pas de facture, j'étais pas marié. Donc à ce moment-là tu pouvais travailler à 100% là-dessus. Et c'est pour ça, on y reviendra peut-être, que le but potentiellement de ce format, c'est d'inspirer aussi les gens. Je dis pas que je suis inspirant, mais je veux dire d'inciter les jeunes, les plus jeunes que moi, je vais dire, à se lancer pendant qu'ils sont étudiants, parce que c'est vraiment le moment où tu as, entre guillemets, pas pour tous, il y en a, moi j'étais privilégié, mais je veux dire, très peu de responsabilités. Et donc, allez-y, moi franchement, tu vas en cours ou tu y vas pas d'ailleurs, tu as du temps, quand tu es jeune, tu as vraiment beaucoup de temps. Quand tu es aux études, tu as vraiment beaucoup de temps. Donc effectivement, donc je me lance quand je suis étudiant. Je dirais que pour avoir un vrai salaire, ça a mis 3 ans, à partir de 2019. Donc à partir de la première levée de fonds, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Mais avant, j'ai eu 1 an sans rien, et puis 1 an à 500 € par mois, et puis après on a eu un vrai salaire. Mais donc ouais, ça met du temps, ça met du temps, et c'est vrai que pour certains qui justement ne sont pas aux études et qui font une reconversion professionnelle, ils vont essayer de faire un business qui va générer de l'argent assez vite pour pouvoir justement en vivre, quoi. Et avec l'idée que tu avais de base, est-ce que tu savais que l'application allait prendre autant d'ampleur? Non, surtout que le marché, moi je me lançais dans le marché des étudiants du supérieur en Belgique francophone. Donc chaque mot que je viens de rajouter là, tu réduis le segment de ouf. Et donc je savais que c'était pas nécessairement énorme, et que ça pouvait potentiellement être intéressant pour beaucoup de ces étudiants-là.
Et puis j'ai fait un test en fait, hein, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais très vite j'ai testé avec une carte son à 100 €, un micro que j'avais reçu. Je me suis enregistré, donc à l'époque c'était des notes de cours, résumés et synthèse en format audio. Après on a switché vers un modèle plus user-generated content, un peu comme TikTok ou Instagram, où n'importe quelle personne peut prendre son téléphone, s'enregistrer en train d'expliquer un concept éducatif et le poster sur la plateforme. Mais à la base, c'était juste les meilleures notes de cours, résumés et synthèse en format audio. Donc moi, je recevais les synthèses. Je demandais à la personne qui l'avait écrite si elle était d'accord que j'en fasse un podcast audio. Je m'enregistrais. Je le postais à l'époque, pas sur une application, mais sur SoundCloud, Spotify, Apple Podcast. Et je leur disais, voilà votre cours de droit romain en 7 à 8 capsules de 15 à 25 minutes, allez l'écouter. Et donc j'ai très vite vu qu'on a fait x10 dans tous nos chiffres de semaine en semaine. Et donc on a eu plusieurs milliers d'auditeurs les premiers mois, et puis plusieurs dizaines de milliers. Donc quand on se lance, on espère que ça va servir à quelque chose. Maintenant, savoir que ça allait prendre comme ça, bah non. Ok. Et donc tu t'es lancé, ça a vite pris. Et puis il y a dû avoir un moment quand même où il a fallu proposer de nouvelles choses aux utilisateurs pour pouvoir les fidéliser. Je veux dire, moi de là, je suis au milieu, tu vois. Donc tu as fait le début, tu as lancé le truc, ça a bien fonctionné, tu as réussi à avoir une base d'utilisateurs solide. Et après, genre, tu dois les fidéliser, tu dois faire en sorte qu'ils soient beaucoup, enfin, ils aillent sur l'application, tout ça. Comment est-ce que toi, tu as fait pour réussir à fidéliser cette communauté? Ouais, mais justement, en fait, j'avais déjà ma communauté avant d'avoir une application. Et donc, ça a été tout le challenge une fois qu'on a reçu un peu d'argent, créer cette application pour rapatrier toute notre audience sur cette application. Et donc, on a réfléchi cette application en termes de, comme toi, tu connais bien, UI, UX, pour que ce soit que l'interface soit super utile et facile à comprendre. Et donc, qu'il y ait une vraie plus-value à cette application. Et donc, effectivement, toute cette communauté, on l'a rassemblée autour de cette application. Et il fallait sans cesse... L'étudiant, il est très difficile. Enfin, le jeune, de manière générale, est très difficile. Et donc, s'il n'y trouve pas ce qui l'intéresse sur l'app, il va très vite partir, il ne va plus revenir. Et donc, il fallait réapprovisionner en contenu. C'est comme si tu allais sur Netflix et que tu avais toujours le même catalogue, tu ne vas plus y revenir. Ouais. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on a arrêté à un moment donné de produire nous-mêmes et de laisser la communauté produire des audios en masse. Parce que nous, on est restreint par il n'y a que 24 heures dans une journée. Et donc enregistrer, monter, etc. Ça prenait, comme vous le savez, énormément de temps. Et donc vite restreint. monteur expert. Monteur 1, monteur 2, ils savent très bien de quoi tu parles. Exactement. Et donc là, quand tu ouvres la plateforme, tu as plein de contenu en permanence. Et tout ce qui est fonctionnalité en plus, c'est que du gadget, entre guillemets, c'est chouette. Mais c'est pas ça qui va changer ton truc de manière générale. C'est vraiment le produit, quoi. Et sur un aspect un peu plus financier, comment ça se passe? Parce que du coup, il faut de l'argent pour lancer une application. Ouais, et on reviendra peut-être sur le business model, donc le modèle économique de l'application, auquel j'aurais potentiellement a posteriori, maintenant on le sait, dû y penser plus tôt. Mais à l'époque, je me suis dit, je vais créer une communauté incroyable, hyper grande, et je monétiserai tout ça plus tard avec, ça a été le cas jusqu'à un certain moment, de la publicité comme sur Spotify ou un abonnement premium. Donc ça, c'était le but. Mais à l'époque, j'avais pas tout ça et j'avais pas l'audience de toute façon pour pouvoir vendre cette audience à des publicitaires. Et donc, je suis parti sur des investisseurs. On a d'abord commencé avec Digital Attraction, qui est un fonds wallon qui n'existe plus maintenant, qui nous a donné 25 000 € puis 75 000 € de plus en prêt convertible, qui nous a permis d'augmenter notre capacité de production. Donc, j'ai engagé des étudiants qui récitaient ces synthèses et qui en faisaient des audios. Et ensuite, de faire l'application. Peut-être que ça peut être... pour moi, c'est pas du tout clair. En fait, quand tu as besoin d'un fonds qui est aussi important, en fait, tu te tournes vers qui? C'est vrai que là, mais je l'avais dit... avec quels arguments aussi? Ouais. En fait, oui. Alors, plusieurs choses. J'ai l'impression de faire passer ça comme si c'était simple, mais effectivement, il y a de l'argent en Belgique, mais il faut aller le chercher, quoi. Ouais. Une fois que tu as trouvé le bon contact, l'investisseur, à notre stade... Donc, il y a plusieurs stades de levée de fonds. On est vraiment, donc il y a pré-seed, seed, série A, série B jusqu'à série Z. Ça, c'est la façon dont tu vas chercher de l'argent. Là, on est vraiment du pré-seed. Donc moi, j'avais même pas de numéro de TVA, j'avais pas d'entreprise. Tu vas chercher de l'argent. Ok. Ce qu'ils vont juger, c'est pas nécessairement ton idée. Comme je l'ai dit, il n'y a pas d'idée, il y a juste des marchés ou pas de marché. C'est ta motivation en tant qu'entrepreneur. Qu'est-ce que tu as déjà fait avant d'avoir ta société ou au tout début de ta société pour montrer qu'il y avait une traction, qu'il y avait des gens qui avaient besoin de ton service ou de ton produit. Et donc moi, comme j'avais déjà fait ce petit test, sans avoir d'argent, j'ai dit, voilà, on a fait x10 dans tous nos chiffres, et eux, ils cherchent des produits dans lesquels investir, des services ou des apps. Et donc, je crois que j'ai été assez convaincant, j'étais habité par le projet, et donc ça a suffi. Et donc, ils donnent un prêt convertible de 25 000 €. Et ensuite,
Je suis revenu 6-7 mois plus tard en disant, voilà, les chiffres ont bien évolué, est-ce que vous me faites confiance pour la suite? Et ils ont fait confiance. Mais c'est pas si facile que ça, effectivement. Donc ça, c'est pour la première phase de financement. Après, il y en a une autre, mais je sais pas si je continue là-dessus aussi. Tu peux, franchement. Okay. Moi, je trouve ça intéressant. Ouais, de ouf. Donc, après cette phase où on a reçu du coup 100 000 en préconvertible, on fait des super résultats. Et du coup, de nouveau, on galère un peu avec notre business model. Donc, on a une chouette audience. Donc, on peut commencer à vendre un peu notre audience, entre guillemets, vendre nos espaces publicitaires à des annonceurs. Mais c'est pas ça qui nous fait vivre tous les jours et qui nous fait gagner de l'argent. Nous, on vit vraiment sur l'argent des investisseurs et c'est a posteriori quelque chose qu'on aurait peut-être dû changer. Donc, je me dis à ce moment-là, ok, on a besoin d'argent, on va aller chercher de l'argent chez des investisseurs privés parce que c'était à l'époque très très répandu, les levées de fonds, les entrepreneurs qui vont chercher de l'argent, etc., surtout en France. Donc moi, je me dis, s'il y en a d'autres qui l'ont fait, moi aussi, je peux le faire. J'ai pas de contact. Mes parents ou mon entourage sont pas des entrepreneurs. Je suis dans cet incubateur, mais cet incubateur nous aide pour aller de 0 à 1, mais pour aller plus loin en termes de financement, parfois, maintenant je sais qu'ils proposent des choses, mais c'est un peu compliqué. Et donc, je vais sur LinkedIn, je rajoute tous les business angels, donc les personnes qui ont de l'argent et qui sont prêts à investir dans des jeunes startups belges qui ont business angel dans leur profil. Je les rajoute sur LinkedIn, je leur envoie un mail personnalisé en me mettant renseigné sur leur vie, etc. Ça, je conseille si vous voulez chercher de l'argent. Personnalisez toujours vos messages ou vos emails, ça fait plaisir. Okay. Du coup, je les rajoute tous et je leur dis, message personnalisé, voilà, j'ai vu votre parcours, vous avez l'air super inspirant. Et donc, je commence à rencontrer des investisseurs privés. Je me retrouve dans leur maison à leur demander de l'argent. Un ticket moyen en Belgique, chez un business angel, c'est environ 25 000 €. Donc, quand tu sais, moi, on parle quand même de montants assez importants à cette époque-là, je vais chez les gens et je leur dis, les gars, j'ai besoin d'autant. Il faut avoir cette barrière mentale qui, en tout cas, moi, j'ai dû la franchir. Et bref. Pour faire très simple, on se retrouve avec 8 investisseurs privés qui mettent des tickets entre 25 et 50 000 €, plus 2 fonds publics, donc Digital Attraction, plutôt sa grosse filiale, qui est une filiale de Sambre Invest, reprend le prêt, je vais dans les détails, mais reprend le prêt, et Finance Brussels, qui est un organisme public qui donne de l'argent public, nous suivent sur 415 000 € à cette époque-là. Et donc ça, c'était notre première vraie levée de fonds qui nous a permis justement d'aller plus loin d'aller vraiment plus loin en termes dans beaucoup de départements en tout cas. Ok. Moi, je me demandais, tu disais au début qu'il n'y a pas de bonnes idées, il n'y a que des marchés. Ouais. Imaginons maintenant, Célia a une idée, ouais. Elle me la suggère et moi, je l'applique. À qui, d'après toi, doit revenir les lauriers du projet? C'est toi d'office, parce que c'est comme si je disais... moi, je trouve qu'inventer un téléporteur, ce serait une bonne idée. Et je l'ai dit à quelqu'un, Elon Musk, dans 2 ans, il crée un téléporteur. C'est lui qui... Tu vois, on a tous des idées de fous. Et il y a franchement des idées originales, tout le monde peut en avoir. Mais il faut vraiment... Vous allez vous rendre compte directement en vous lançant que... ici, par exemple, moi j'ai une idée d'un podcast pour mettre en avant les artistes émergents de Bruxelles. Ok, cool. Il faut louer les locaux, il faut préparer l'émission. C'est vous qui avez fait tout ça, c'est pas les gens qui avaient cette idée-là, quoi. Et donc pour moi, les lauriers sont pour eux. Ok. Non, mais c'est intéressant. Ouais, de ouf. C'est intéressant. Je pense pas que tout le monde aurait cette vision-là. Ouais. Parce qu'en soi, par exemple, dans ce cas-ci, c'est Célia qui m'a proposé l'idée du podcast. Et après, on l'a créé à 2, on l'a fait à 2, mais je sais pas si elle me l'avait pas proposé, si elle m'avait pas dit, tiens, j'ai cette idée-là de le faire ensemble, je l'aurais pas. Est-ce que je l'aurais fait aussi? Je sais pas. C'est possible que tu n'aies pas cette idée-là en particulier, mais tu aurais peut-être fait autre chose, ou en tout cas, c'est si simple d'avoir une idée, entre guillemets. Non, je comprends ce que tu veux dire, je suis assez d'accord. En plus, tu fais tellement de choses, peut-être tu aurais eu, comme il a dit, une autre idée, peut-être tu serais parti sur quelque chose d'autre. Je pense aussi. Hein. Ouais, sorry. Je pense aussi. En tout cas, je voulais faire juste une parenthèse sur un sujet que je trouve intéressant. Tu as vu en ce moment sur TikTok, sur Instagram, tout ça, il y a vraiment beaucoup cette vague de nouveaux entrepreneurs, tu vois. Des gens qui sont en costard et qui t'expliquent que tu dois travailler autant d'heures et que si t'as 25 ans et que t'es pauvre, c'est que t'es une merde. Enfin bref, ils ont toujours ont plein de discours. Tu vois pas de quel genre d'investisseurs je parle. Je vois très, très bien. Et ils font des TikTok avec des trends et tout. Et ça me rend fou parce que genre... j'ai vraiment l'impression que c'est plus de la mise en scène que tu vois, c'est de la forme, c'est pas du fond, tu vois. Mais la plupart, ils veulent que tes
Désolée, je t'ai coupé. Non, vas-y. À la part, ils veulent que tu suives leur formation. Oui, c'est ça. Mais je trouve ça intéressant parce que justement, toi, quand t'as là, genre, t'es pas venu en mode je mets mon costard et je viens expliquer à tout le monde comment faire pour devenir riche et tout. Mais quand t'écoutes parler et quand t'entends parler, on se rend compte que en fait, bah, tu sais de quoi tu parles, tu vois. Et est-ce que. Bon, j'ai pas vraiment de questions. C'était plus un coup de gueule. Mais attends, parce que moi, je veux réagir à ça. Vas-y. Parce que moi, quand je me suis lancé, c'était en 2019, il n'y avait pas tout ça. Et en fait, malheureusement, je suis arrivé à une période, je crois que c'est après le Covid, où c'est parti en couille, vraiment pour moi. Genre vraiment, ça a commencé avec salut à toi, jeune entrepreneur. Tu vois, le mec en costard. Mais lui, à la limite, on sait, si tu creuses un peu, on voit qu'il n'est pas premier degré. Mais il y en a d'autres, plein, des centaines, qui sont premier degré. Et donc, qui sont là, costume ou pas d'ailleurs, parfois dans leur villa, bref, avec l'émergence des cryptos, du dropshipping, etc. Ouais. Des IA aussi. Oui, et en fait, le pire, c'est que pour moi, il y a deux choses. Il y a les gens qui n'ont rien fait, qui prétendent qu'ils ont déjà fait. Et il y en a, et ça, c'est les pires pour moi, qui ont fait et qui ont potentiellement réussi. Mais, allez, je veux dire, c'est à la possibilité de tout le monde de créer un e-commerce de dropshipping qui fonctionne, de faire 100 000 euros, 200 000 euros et de te prendre pour le king du business, tu vois. Alors que vraiment, tu as juste créé un truc, une boutique en ligne et tu connais. Moi, c'est ce que j'ai. C'est pour ça que j'espère faire passer ce message à chaque fois. Quand je donne un avis, c'est juste le mien et ça n'engage que moi. Et j'ai très souvent tort et tout le monde peut dire que si tout le monde avait l'humilité de dire que ça ne concerne que lui et que c'est son avis et qu'il a très certainement tort, ce serait beaucoup plus intéressant. Et donc il y a ça, il y a ceux qui n'ont rien fait qui prétendent qu'ils ont fait, il y a ceux qui ont fait un peu et par un coup de chance ils ont réussi et ils pensent tout connaître de la vie, et il y a ceux qui ont vraiment réussi, des vrais entrepreneurs, et qui malgré ça continuent à se prendre, en général un peu plus âgés, à se prendre pour je sais pas qui et à instaurer des trucs qui fonctionnent sur eux et qui pensent va fonctionner sur tout le monde. Par exemple, comme tu dis, se lever à 5h du matin. J'ai encore vu un TikTok là, il y a une semaine d'un gars qui dit, il doit avoir 45-50 ans, il a certainement réussi son business et tout, mais je me lève à 5h du matin, je mange pas, je fais mon yoga et il rythme sa vie tous les quarts d'heure. Ouais, tu vois. Après, on est tellement dans une société capitaliste avec la surproductivité, etc., que je pense qu'on est juste en plein dedans, quoi. Ouais. Mais... Après, s'ils sont comme ça, c'est qu'il y a un marché aussi. C'est qu'il y a des gens qui se disent ah putain, moi aussi je veux réussir comme lui et tout. Ouais. Et clairement, mais qui ne rêverait pas d'être entrepreneur aussi? Mais non, mais en fait, je sais pas, pour moi, il y a trop de gens qui se prétendent entrepreneurs aujourd'hui. Exactement. Genre, tu vois, nous, on pourrait très bien venir et dire ah, les gars, on a monté un podcast, on est entrepreneur, tu vois. On n'est pas entrepreneur, tu vois. Juste, on a fait un truc qui nous fait kiffer, on n'a aucune leçon à donner à personne, tu vois. Mais il y en a qui, mais sur Internet ou quoi, mais même dans la rue et tout, il y en a qui vont se dire que parce qu'ils ont réussi à faire quelque chose, ça leur donne le droit de mépriser les gens quand ils leur donnent certains conseils et tout, tu vois. Mais je pense que comme Antoine l'a dit juste avant, c'est aussi une grosse question d'humilité. Ouais. En tout cas, ouais, bref, je voulais juste faire une petite parenthèse là-dessus parce que, effectivement... J'ai eu la même réflexion. Ouais, mais c'est un peu fatigant en fait. Parce que je me dis, tu vois, genre... mais là, il y a des gens qui vont se dire qu'ils ont plus de... Comment dire ? Putain, attends, je me suis perdu dans ce que je voulais dire. Non, mais ça dessert carrément les entrepreneurs en plus. Hein. Parce que moi, j'ai déjà fait d'autres podcasts. Et quand je me regarde, tu enlèves tout ce contexte de gens, des couilleux qui sont en train de dire n'importe quoi, ça passe. Sauf que comme il y a tous ces gens-là, quand moi je passe dans un podcast et que j'ai l'impression, tu vois, je suis le même setup, un micro, machin, ça fait donneur de leçons, tu vois. Alors que je suis vraiment en pleine humilité en train de donner des trucs qui partageaient mon expérience. Et j'ai déjà partagé sur ma page Insta, genre... des passages dans des podcasts à moi, que j'ai fait, et j'ai l'impression de faire partie de ces couilleux, tu vois, juste à cause d'eux, tu vois, c'est dommage. Truc de fou. Et même j'ai eu des commentaires, genre des gens qui m'envoient des messages en mode ouais frérot, tu te prends pour qui, machin, alors que je dis des phrases basiques, hein, genre, mais ouais, c'est trop dommage, et j'espère que tous ceux qui écouteront l'épisode ici en entier, enfin moi en tout cas je me suis dit directement en mode putain, c'est cool parce qu'il sait de quoi il parle, il a de l'expérience, il a des choses à expliquer, mais parce que on sait que voilà, tu as réussi à faire tu as fait quelque chose et tout, et les conseils que tu nous donnes, c'est par rapport à ce que toi, tu as pu expérimenter. Tu prétends pas réussir tout et savoir tout faire, et rien que le fait que tu es arrivé en expliquant que voilà, tu avais fait quelque chose, et donc les conseils que tu peux donner, c'est par rapport à ce que tu as fait, et pas par rapport à tout, bah, on se dit, ok, on prend ce qu'il y a à prendre, tu vois, genre, on peut t'écouter, il n'y a aucun souci, mais c'est vrai que les gens qui arrivent et qui se disent, les gars, pour réussir sa vie,
il faut vivre comme ça et pas autrement. Avec tellement d'aplomb. Ouais, t'as envie de lui dire, mais certitude. ferme ta gueule, moi je réussis ma vie, j'ai pas besoin de toi, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais ça, les desserts, ils le savent pas encore. Mais enfin, ça ne fait. Il y a que les gens qui réfléchissent pas trop qui les suivent. Parce que Ouais. moi, j'ai commencé à dire des genres d'avant-propos avant de parler. Quand j'ai vu des gens faire ça, et je me suis dit, mais putain, j'ai tellement envie de l'écouter quand ils me disent ce genre de phrase. Parce que d'office, ça a l'air beaucoup plus objectif, ce qu'il est en train de dire. Ouais, c'est vrai. Purée. Claire. C'est dommage. Mais je pense que c'est un phénomène de mode en vrai de vrai. Ça, J'espère que ça va retomber. je suppose et je pense que ça va retomber. Parce que Ouais. déjà, ça évolue. Hein. Avant, Ouais. ils se montraient dans des villas à Dubaï et tout. Maintenant, il y a des bougs. C'est super. Ils sont dans leur chambre et ils t'expliquent comment tu dois faire pour gagner des millions d'euros par mois, tu Ouais. vois. Genre. C'est ouf. Enfin, bref. En tout cas. Oui, et d'ailleurs, toute petite parenthèse, parce que je sais Vas-y. pas si on a tout le temps. Non, on fait que des parenthèses s'il faut. L'argent, ça devrait. Moi, tu parlais de capitalisme. J'aime pas l'argent, mais j'aime bien mon confort. J'aime bien pouvoir aller en vacances un peu quand je veux, etc. Mais ça devrait jamais être le moteur de ton projet, tu vois. Vraiment, ça paraît basique et je pense que mes proches me diraient ouais, c'est ça. Mais vraiment, parce que tu vas tenir un mois ou deux et puis tu vas vraiment t'arrêter, quoi. Et moi, le but, c'était vraiment de créer un truc qui allait révolutionner la manière dont les étudiants apprennent, qui allait avoir un impact, de créer quelque chose d'immense. Alors, ça n'a pas été aussi gros que ce que je pensais, mais d'avoir vraiment un impact sur les jeunes, sur la façon dont ils apprennent, devenir le truc le plus utilisé chez les jeunes étudiants, quoi. Et ça, c'était mon moteur. Si ça avait été faire des millions, j'aurais pas tenu aussi longtemps que j'ai tenu, quoi, je pense. Donc voilà. Bah, forcément, dans le cas où tes motivations sont pas les mêmes, les choix que tu vas faire pour alimenter ton application ou ton projet vont Mhm. pas être les mêmes. Je pense par exemple, imagine maintenant, nous, notre but, c'était de faire de l'argent avec ce podcast. Bah, dès qu'il y a quelqu'un qui allait nous dire ouais, vous pouvez mettre en avant cette marque, on allait faire ouais, pas de souci et tout. Et du coup, peut-être que ça allait perdre en qualité d'un C'est autre ça. côté. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et c'est quoi les raisons de votre lancement, alors? C'est une bonne question. À chacun. En vrai, moi, j'avais vraiment besoin de trouver un sens à ma vie dans une période qui était compliquée. Ok. Et j'ai vraiment une grosse crise existentielle et une remise en question. Et en fait, je me suis dit, mais Célia, qu'est-ce que tu kiffes, toi? Et C'est ça qu'il faut se poser comme question. ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que j'aime échanger avec les gens, j'aime... Enfin, il y avait aussi au départ une idée très dans la psychologie, parce que je lis beaucoup de livres là-dessus, etc. Et en fait, je suis une passionnée de musique aussi, donc je voulais essayer de rallier les deux. Mhm. Et je me suis dit, avec qui est-ce que je pourrais faire ça? Parce que je ne me voyais pas le faire seule. Ouais. Et Kessilim, on travaillait ensemble et je me suis dit, en fait, on allait déjà travailler sur un autre projet, rien à voir. Ok. Et je me suis dit, mais en vrai, go. Ouais. Et du coup, quand on s'est contacté, en fait, lui, il était déjà aussi là-dedans avec ses études, etc. Enfin, pas Ouais. dans le podcast, mais tout ce qui est montage et Je tout. vois. Moi, les trucs techniques, j'étais un peu plus là-dedans. Ouais. Continue. Et donc, voilà, il m'a dit, vas-y, let's go, on y va. Et on en est là maintenant. Exactement. En vrai, moi, c'est marrant parce que justement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, j'avais jamais pensé de ma vie que je ferais un podcast. Et en mode, au début, quand elle m'a proposé ça, je me suis dit, putain, mais l'idée, elle est géniale. J'ai trop envie de faire ça, tu vois. Parce que je sais pas, moi, j'aimais bien l'idée d'avoir un projet, de pouvoir. Et Kessil, il aime bien parler aussi. Non. Alors, Et bien sache, échanger. sache qu'à la base, moi, je lui avais dit oui, mais jamais Ah je oui, présente. c'est vrai. On Je voit lui ai pas dit ma jamais tête. je présente. Moi, je me mets derrière la caméra, je Ouais. fais mes trucs, et je fais les montages et C'est tout, il n'y a bien, pas de c'est bien que souci. tu l'aies fait parce que t'es bon. Ouais. J'espère, j'essaye, hein, franchement. Faut revenir là-dessus. C'est vraiment ça qu'il faut se poser comme question. C'est qu'est-ce que j'aime dans la vie, en fait. Et si c'est du jeu de vidéo, fais du jeu vidéo, filme-toi pendant que tu joues. On le voit vraiment avec YouTube et Twitch en ce moment que ça peut tout péter. Mais vraiment, quand je dis... Parce que j'ai beaucoup de potes qui me disent, tiens... ou des connaissances, ouais, moi aussi j'aimerais bien faire comme toi, mais moi ce que j'aime c'est des trucs basiques, tu vois. Mais ok, mais si tu l'aimes vraiment ça, fais quelque chose là-dedans. Basique de nouveau, hein, mais la chanson de Note pour trop tard de Orelsan. Ouais, tu sais que je savais que t'allais dire ça. Ouais. Moi ça m'a cassé la tête quand je l'ai écouté pour la première fois, vraiment. Quand il dit, ouais, tous les trucs où les gens te disent tu perds ton temps, il faut que tu te mettes à fond dedans, quoi. Et il dit après... Si tu veux faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Ouais. Dire j'ai pas de contact ou pas de matos, c'est un truc de victime, tu vois. Là, on est vraiment dans du cliché, mais vraiment, pense à quelque chose que tu kiffes. Orelsan et Gringe, c'est les plus flemmards de la terre. Ils aimaient bien écrire, ils aimaient bien faire du son, ils ont fait ça, quoi. Et il faut y aller à fond, quoi. Extrêmement vrai. Ouais, c'est vrai. J'espère que ce petit témoignage pourra inspirer des gens. Parce que effectivement, c'était vraiment l'essence de notre podcast. On s'est dit, en mode, le but, c'est de pouvoir prendre des gens qui ont
une certaine expérience dans un domaine, tu vois, et que les gens, en le regardant, se disent, putain, moi, j'aimerais bien faire la même chose, je vais essayer de me lancer là-dedans. Du coup, ça veut dire que maintenant, si demain, il y a quelqu'un qui veut lancer une entreprise de je ne sais quoi, peut-être qu'en regardant ce podcast-là, on ne sait jamais, il va se dire, vas-y, c'est possible. C'est la meilleure chose qui aurait pu En tout cas, on espère. On espère. Et surtout à Bruxelles, parce qu'en plus de ça, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que on peut avoir une sorte de blocage du fait de venir de Belgique et pas de France ou des États-Unis ou de je ne sais quoi. Et du coup, on pourrait se dire en mode ouais, mais je sais pas, c'est pas trop pour moi. Alors qu'en fait, il y a déjà beaucoup de savoir-faire et de. Voilà, en Belgique, on est fort quoi, dans tout. Mais j'ai l'impression que c'est un sentiment un peu belge, justement. Cette humilité à la belge qui n'a pas envie de se mettre en avant, qui n'a pas envie de faire un peu timide, un peu, alors qu'effectivement, il faut s'affirmer, quoi. Ça va beaucoup trop vite, Ouais, ça fait déjà 30 minutes. Ah oui, je sais. Ouais, waouh, trop bien. Mais du coup, mais en vrai, je trouve que c'est une bonne chose. Mais du coup, je voulais juste revenir sur la fin. Du coup, en ce moment, tu es en train de terminer ton aventure avec EasyLabus. Et du coup, tu me disais juste avant, ça, je trouvais ça fou, tu es retourné, du coup, travailler dans une entreprise. Normal. Donc, depuis la fin de tes études, tu travailles en tant qu'indépendant et là, tu as dû reprendre. Est-ce que toi, tu considères ça comme. Certains diraient, du coup, c'est pour ça que je te pose la question, le prends pas genre comme si je te. Mais est-ce que tu le considères comme un échec ou pas forcément? Mais pragmatiquement, je sais pas si ça se dit en français. On l'a compris, de façon pragmatique. Ouais. Une boîte qui finit pas comme tu le veux, c'est considéré comme un échec, entre guillemets. Ok, ça c'est pratique, c'est objectif. Parce que comme je t'ai dit, j'aurais aimé que ce soit beaucoup plus gros, beaucoup plus d'impact, etc. Donc ça, ok. Maintenant, effectivement, tu peux pas considérer les 5 dernières années de ta vie avec tout ce que j'ai appris sur l'entrepreneuriat, mais aussi sur moi-même, comme un échec. Ça, c'est sûr que non. Et si je devais le recommencer, je le recommencerais 100 fois. Peut-être un peu différemment, mais je le recommencerais. Donc, un échec, non. Plein de choses que j'ai apprises. Et donc, ça, c'est pour la première partie de la question. Mais effectivement, rentrer dans le salariat, le monde un peu classique, on va dire, même si j'ai trouvé... je préfère pas dire où je travaille, mais non, tranquille. même si j'ai trouvé une alternative un peu qui allie les deux, donc une boîte un peu middle size, on va dire, et un poste qui a un lien avec ce que je faisais un peu avant, et donc je m'amuse pour l'instant bien là où je suis. Ouais, effectivement, il y a les contraintes de j'ai un boss, je peux plus, enfin les contraintes entre guillemets, parce que je m'entends bien avec lui, mais je veux dire, tu proposes une idée, d'office, c'est pas toi qui a le dernier mot. Ouais, avec EasyLabus, c'était tiens, je pense à ça, mais dans la journée, ça pouvait être le live, quoi. Et c'est pour ça que d'ailleurs, je me suis trompé pas mal de fois aussi. Mais du coup, ouais, des avantages, des inconvénients au salariat. Un échec, non. Pour l'instant, je le vis bien. J'aime bien ça. Enfin, j'aime bien ça. Ça fait un mois. On verra ce que ça donne. Et effectivement, je pense que n'importe quel entrepreneur... il ne peut pas s'arrêter à sa première boîte, il va recommencer. Donc je crois que un jour je me relancerai. Maintenant, dans quoi, avec qui, comment, ça c'est l'avenir qui nous le dira. Je vais me répéter encore par rapport à ce qu'on a dit avant le podcast. Ouais. Mais c'est amusant parce qu'aux États-Unis, justement, ils sont tous très fiers de rater des entreprises. C'est-à-dire que quand ils créent une entreprise et qu'ils font faillite, ils vont le mettre sur leur CV, sur leur LinkedIn en mode j'ai échoué à ça et tout. Et en mode, pour eux, c'est vraiment ça prouve que tu n'as pas peur d'entreprendre des choses et de créer des choses et de te lancer dans certains projets. Ici, genre, je sais pas si toi t'as mis sur ton LinkedIn que finalement ça va pas continuer. mais vous êtes les premiers, vous êtes en exclu là, hein, donc quand ça va sortir. Encore une exclusivité The Muse. En plus, c'est vrai, je passe dans une autre émission le 13 et c'est là que je pensais l'annoncer en premier, mais ce sera ici. Ça dépend quand vous sortez le truc. Bref, c'est fini. On va dire que c'est fini. Ouais, effectivement. Mentalité américaine, pour moi, là, ils sont bons. Alors, c'est des acteurs, c'est des comédiens, hein, mais ça, pour moi, ils sont bons dans le côté, même pour passer à autre chose, tu vois. Ici, il y a tellement cette emprise sociale de t'as raté ta boîte, ça s'est pas fini comme tu voulais, que parfois, il y a des gens qui mettent des années à s'en remettre, quoi. Vraiment, ça dépend l'impact que ça a eu vraiment objectivement sur toi, en termes de dette ou autre. Moi, je sais que j'aurai pas de soucis de ce côté-là, donc j'espère, soit je suis en train de me voiler la face et ça va me retomber dans quelques semaines, quelques mois dessus et je vais faire oh putain, c'est fini. Soit non, en fait. Et moi, je suis prêt et on passe à autre chose. De toute façon, je sais que même si ça avait bien réussi, il y a des investisseurs chez nous qui ont gagné des millions en vendant leur boîte et le lendemain, ils étaient mal, quoi.
Donc, c'est pas une question d'argent ou de réussite, c'est vraiment le côté tu lâches ton bébé, et ça, je peux comprendre, quoi. C'est quelque chose. Ça, tu l'as pas encore eu, cette retombée-là. Non. La dernière fois qu'on s'était vu, tu nous avais parlé d'un projet sur lequel tu travaillais, etc. Est-ce que, genre, le fait d'avoir vécu tout ça avec Easy Labus, ça fait que tu abordes les choses différemment pour ce deuxième projet? C'est Kataruyo, ouais. Qui est en stand-by depuis quelques temps, mais effectivement, vraiment, ça change tout. Dans le sens où il y a beaucoup moins de restrictions. Allez, je veux dire, Easy Labus, j'ai attendu peut-être plusieurs mois avant de créer la page Insta. Là, je me suis dit, tu crées la page Insta, tu fais les vidéos, tu les écris, tu les montes, tu les tournes, tu les montes, tu les postes, et puis tu verras ce que ça donne, quoi. Et toutes les barrières mentales, elles sont plus là depuis très longtemps, et ça, c'est probablement dû à Easy Labus. Et même pour les d'autres projets que j'ai sur le côté, j'arrête de me poser des questions, quoi. J'y vais. Je sais qu'il y a tellement plus à gagner qu'à y perdre. Que de mettre du temps. Je sais pas, vous, entre le moment où vous avez eu l'idée et le moment où vous êtes lancé, il y a eu beaucoup de temps. Il y a eu beaucoup de temps. Vous avez eu des barrières mentales ou des trucs Bah moi, du coup, au début, je voulais pas présenter. Mais nous, en fait, on voulait aussi que le projet, quand il sorte, il soit d'une qualité la meilleure possible, tu vois. Ouais, ça, je comprends. Donc, c'est vrai que nous, on s'était pas dit, vas-y, on va le faire tourner directement et tout. On a pensé à trop de trucs. Donc tu dis trop. Ouais, trop. Je pense qu'il y a eu un peu trop de moments. Enfin, il y a eu. Tu vois, on voulait implémenter plein de trucs. En fait, non, pas trop, parce que c'est une bonne chose, tu vois. Juste, on cherchait à vraiment avoir le produit le mieux, le plus fini possible avant de le lancer, quoi. Mais ce qui était cool, c'est que Cécile et moi, on avait des peurs qui étaient, différentes. Et du coup, on arrivait à se canaliser par rapport à ça. C'est cool, c'est un peu complémentaire. Ouais, on est hyper complémentaire. Ça, c'est cool. Et avec le reste de l'équipe aussi, mais non, on est tous hyper complémentaires et ça a fait un nouveau regard. Mais ça, on va en parler demain d'ailleurs. On a une autre émission avec. Ouais, c'est vrai. Avec qui? Avec Raconte une légende. Je sais pas si tu vois, c'est un autre podcast à Bruxelles qui a un peu le même. Putain, d'ailleurs, ça aurait été un sujet intéressant dont on aurait pu parler parce que nous, en fait, quand on s'est lancé, on a été regarder un peu sur Insta s'il n'y avait pas des gens qui faisaient déjà ça et on tombe sur ce type-là, Raconte une légende, donc Nema, qui faisait. Ah, Nema Katende. Ouais, voilà. Ah, mais j'ai joué au basket très très longtemps, très rapidement avec lui. Ouais, mais j'ai vu des TikTok de lui, il fait ça bien. Ouais, cool. Il fait ça hyper bien. Et nous, on s'est dit, super. putain, mais il fait exactement comme nous et tout, ça craint. Et en vrai, on a lancé notre truc, on s'est follow. Et après, on s'est genre, je sais plus si c'est lui ou c'est moi qui l'avais contacté en mode, ah bah t'es chaud, on fait un petit truc ensemble et tout, ça peut être cool. Et c'était moi qui l'avais contacté, il était chaud patate. Allez. Et du coup, je me suis dit, mais c'est trop bien en fait, genre, c'est pas vraiment. Pas vu comme compétition. Ouais, il s'est pas dit, putain, lui il s'est pas dit, oh putain, il y a un nouveau média qui arrive, ils vont me prendre ma. Et nous, on s'est pas dit, putain, il y a déjà un média. Tu vois ce que je veux dire? On s'est vraiment soutenus les uns les autres. Ça aurait pu être intéressant qu'on en discute avec toi parce que je suis sûr que t'as dû vivre quelque chose d'un petit peu similaire. Il nous reste que 8 minutes. Vas-y. Donc on peut, si tu veux raconter quelque chose par rapport à ça, tu peux. Tranquille, non, on va peut-être rester sur autre chose. Il y a tellement de choses à dire. Ah putain, on aurait pu faire 3 émissions là. Franchement, j'ai l'impression que c'est vraiment une des émissions qui est passée le plus vite pour moi. Je sais pas comment expliquer. Mais du coup là, Mais du coup là, voilà, comme on arrive un peu vers la fin, généralement on demande toujours à nos invités une petite anecdote de quelque chose soit qui les a marqués, un truc un peu fun, etc. Est-ce que dans ton parcours avec Easy Labus, t'aurais quelque chose à nous partager Je pense que je pourrais vous raconter l'anecdote de la fois où je suis passé sur le journal de RTL. Donc en gros, la télé c'est pas comme on croit, dans le sens où ils écrivent une histoire. Chaque reportage est une histoire, et donc ils cherchent à faire les bons plans, à choper les bonnes phrases. Et donc ils sont arrivés, ils m'ont pas vraiment demandé ce que je faisais, ils m'ont dit écoute, ils avaient 2-3 idées dans la tête, on va faire ce plan là avec ce plan là. J'ai pris un pote à moi qui a mimé un réciteur comme je les appelais à l'époque, donc les gens qui récitent les textes. J'ai l'impression qu'ils ne savaient pas de quoi on parlait. C'était même pas tes locaux en plus, tu disais. Si, c'était pas mes locaux, mais c'était dans l'incubateur dans lequel j'étais, mais c'est pas là effectivement que les gens enregistraient, pas du tout. Il avait les plans dans la tête. Bref, ils avaient les plans dans la tête. Pour tout vous dire, il m'a demandé de me résumer Easy Labus en 2 paragraphes par SMS après le tournage pour savoir ce qu'il allait dire pendant le journal. C'est incroyable. C'était le journal du soir, je crois. Il était genre 14-15 heures. Le journal, il est à 19 heures. Et il me dit non, mais on fait le montage dans la voiture, on envoie le reportage. Et puis, donc je me dis ok, donc présentateur, il n'est pas au courant à 15 heures de ces sujets du soir.
comment ça va arriver, tu vois, il 16, 17h, même 17h30, il est encore dans la voiture et il me dit je vais lui envoyer. Donc c'est des choses qui arrivent. Ça veut dire à 17h30, le mec du présentateur du soir, il sait pas encore ce qui va arriver sur son journal le soir, quoi. Au final, ça s'est pas passé comme ça, c'est passé 2 semaines après. Mais bref, et il a très bien fait ça, et ça c'est le travail de journaliste, mais en gros, il avait sa petite histoire, quoi. Et donc c'est pas du tout comme ça que je pensais que ça allait se passer, ça s'est passé comme ça, bon, petite anecdote. Voilà. C'est marrant, franchement. Et du c'est coup, marrant. ouais, effectivement, passage au JT, on a vu directement les téléchargements péter la soirée où c'est arrivé. Ah ouais? Ouais, vraiment, Waouh. c'est... je crois que c'est... Faut qu'on s'arrange pour passer au JT, non? Ouais, je crois que c'est t'inquiète. plusieurs millions ou 1 million de personnes qui regardent le JT le soir, je sais pas. Damn, je savais pas que c'était Ouais, autant. c'est énorme. Bah, du coup, Antoine, voilà, on arrive à la fin de l'épisode. Merci beaucoup pour ton plaisir. passage et tout ce que tu nous as partagé. Merci beaucoup. J'espère que ça aurait été très utile aux gens qui nous regardent et à nous aussi. Peut-être que tu peux nous partager tes réseaux pour les personnes qui veulent te suivre pour la suite de tes projets. Peu importe, moi c'est surtout sur LinkedIn où je suis le plus actif entre guillemets, donc c'est mon nom et mon prénom, Antoine Carriat, Cariat. Sinon, ouais, sur Insta ça vaut pas la peine. Donc, Ok. voilà. nickel. Merci et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut l'équipe. Yes, salut.